On a l'impression que la science-fiction, elle ne fait qu'imaginer le futur des jeux vidéo. Mais et si c'était plus que ça? Et si ces films n'étaient pas de simples prédictions, mais plutôt des modes d'emploi, des sortes de plans pour les technologies de demain? On va se pencher sur ce lien assez fou entre les histoires qu'on adore et le code qui est en train de construire notre avenir. Imaginez un instant, une immersion si totale, si parfaite, que la frontière entre le jeu et la réalité, elle disparaît complètement. Une connexion directe à l'esprit, où chaque sensation, chaque pensée est vécue pour de vrai. C'est un peu le rêve ultime, le but final du jeu vidéo. Mais voilà le truc. La science-fiction ne fait pas que rêver à ce futur. D'après les chercheurs, elle agit un peu comme une arme à double tranchant. D'un côté, elle inspire les créateurs avec des visions carrément utopiques. Et de l'autre, elle nous met en garde avec des cauchemars dystopiques. Et c'est comme ça qu'elle finit par influencer la technologie du monde réel. Allez, commençons par la vision la plus optimiste. Le grand rêve d'une vie artificielle qui verrait le jour à l'intérieur même d'un jeu vidéo. C'est une idée qui est au cœur du film Free Guy. Dans Free Guy, on a donc un personnage de jeu, un simple PNJ, qui d'un coup, paf, prend conscience de sa propre existence. Mais loin du cliché à la Terminator qui se retourne contre ses créateurs, lui, il devient un héros positif. C'est vraiment l'incarnation d'une utopie, une intelligence artificielle qui naît et qui choisit de faire le bien. Et attention, c'était pas juste un délire de scénariste. Créer une véritable vie artificielle, c'est le saint graal pour les pionniers de l'informatique. C'est une quête qui motive des décennies de recherche et d'innovation dans le monde réel. Mais bon, on s'en doute, pour chaque rêve, il y a souvent un cauchemar qui se cache pas loin. Alors maintenant, explorons le côté obscur, là où la fusion entre le cerveau et le jeu vidéo donne naissance à des futurs terrifiants. D'un côté, on a Ultimate Game, qui imagine l'horreur physique des joueurs qui prennent le contrôle du corps de vrais prisonniers, comme s'ils étaient des avatars de chair et de sang. C'est la perte totale du libre arbitre. De l'autre côté, Black Mirror explore l'horreur psychologique, une immersion si parfaite qu'elle fait voler en éclats l'identité, les relations, la réalité même. Là, c'est la perte de soi. Bon, tout ça, ça peut paraître complètement extrême. Sauf que la technologie pour y arriver, elle n'est plus du tout de la science-fiction. En fait, la réalité est en train de rattraper l'imagination à une vitesse absolument vertigineuse. Regardez un peu cette chronologie, c'est juste hallucinant. En 2009, contrôler un jeu par la pensée, c'est de la fiction. 7 ans plus tard, en 2016, Elon Musk lance Neuralink pour en faire une réalité. Et en 2021, c'est chose faite. On a la vidéo d'un macaque qui joue à Pong juste avec sa pensée. Ce qui était un scénario de film est devenu une expérience de laboratoire en à peine 10 ans. Toute cette peur collective, cette angoisse, en fait, ça porte un nom. C'est le complexe de Frankenstein. C'est cette crainte quasi ancestrale que nos créations, surtout technologiques, nous échappent et finissent par se retourner contre nous. Et c'est une angoisse qui est constamment nourrie par les histoires de science-fiction. Et ce n'est pas juste une impression, non. Une étude a mis des chiffres là-dessus. Et tenez-vous bien, 72% des récits de science-fiction présentent l'intelligence artificielle comme quelque chose de dangereux. Notre imaginaire collectif est donc massivement, vraiment massivement, dominé par la méfiance. Et forcément, vu que la technologie avance si vite, les dilemmes soulevés par la fiction sont devenus hyper urgents dans le monde réel. C'est pour ça qu'un tout nouveau champ d'études a vu le jour, la neuroéthique. Les questions qui étaient posées dans Black Mirror ne sont plus de simples exercices de pensée, ce sont de vrais sujets de recherche pour les scientifiques et les philosophes d'aujourd'hui. Alors là, on arrive à une question super importante. Si toutes nos histoires sont si pessimistes, est-ce qu'on ne risque pas de freiner l'innovation ? La réponse est assez surprenante. En fait, ces peurs pourraient jouer un rôle crucial, et même positif. La question est vraiment essentielle. Pourquoi est-ce qu'on est à ce point fasciné par les scénarios catastrophes ? Est-ce que c'est juste pour le frisson, pour le spectacle, ou est-ce que cette obsession a une fonction bien plus profonde ? La réponse se trouve dans un concept qu'on appelle l'imaginaire technomorphe. L'idée est assez simple en fait. La science-fiction, ce n'est pas un livre de prophéties. C'est un immense simulateur social. C'est un espace sans risque où on peut tester les pires scénarios technologiques et débattre de leurs conséquences avant même qu'ils n'arrivent. Et ce processus, il fonctionne un peu comme une catharsis collective, une sorte de thérapie de groupe. Étape 1, on imagine les pires dérives possibles. Étape 2, on affronte nos angoisses face à ces futurs. Étape 3, en vivant ces peurs à travers la fiction, on s'en libère un peu. Et enfin, étape 4, ça nous permet d'innover de manière plus saine, plus réfléchie, en se concentrant sur des objectifs positifs et éthiques. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Ces fictions dystopiques, ce sont nos mythes modernes. Leur but, ce n'est pas de prédire l'avenir, mais de nous transmettre une certaine sagesse, nous alerter sur les chemins qu'il ne faut surtout pas emprunter.
Et voilà, on arrive à la conclusion, au point central de tout ça. Loin d'être un frein au progrès, ces histoires sombres sont en réalité une condition nécessaire pour une innovation responsable. En nous forçant à regarder nos pires peurs en face, elles nous aident à construire un futur technologique qui soit plus humain. Alors la prochaine fois, devant un film de science-fiction, la question à se poser n'est peut-être pas « est-ce que ça pourrait arriver ?». La vraie question c'est « pourquoi avons-nous besoin d'imaginer ça ? Est-ce un simple avertissement ou est-ce que c'est le cauchemar dont on a besoin pour pouvoir avancer ?»